Nous avions des chambres à l'extérieur, dans la cour, et elle vivait là. Et surtout, ce dont je me rappelle, c'est qu'au moment de Ramadan, elle faisait son repas de Ramadan pour le soir. Elle faisait cette soupe délicieuse qu'on appelle la khedra, qui sent exquisement bon. Et elle m'en donnait toujours une assiette parce que j'étais très gourmande et j'aimais beaucoup cette soupe. Et nous avions beaucoup de respect pour ces personnes qui venaient travailler à la maison. On ne les traitait pas comme des gens inférieurs. Ils étaient là, ils gagnaient leur vie, ils mangeaient pratiquement avec nous. Tout ce qu'on mangeait, ils le mangeaient comme nous. Et en plus, elle pouvait faire sa cuisine et m'en donner, donc c'était formidable. Alors ça c'est la grande poste qui a été construite quand j'avais à peu près 10 ans. Là c'est les arcades où mon père avait son bureau. Là c'est la rue où nous habitions. Et là c'est la cour de l'école israélite dont je vous ai parlé. Voilà les tours de l'église ici. Et tout près, comme je vous l'ai dit, il y avait un tout petit marabout, tout blanc, tout près de l'église. Je suis née à Marrakech et moi je dirais qu'il y a autant de souvenirs, il y a autant de juifs marocains que de Maroc au pluriel qui seront évoqués par les juifs marocains parce que bien sûr chacun a une histoire singulière et en plus même dans cette histoire singulière chacun a une façon de la vivre. Je pense que de mes frères à moi il y a une sensibilité différente par rapport au Maroc, c'est ça qui est assez fou et intéressant d'ailleurs. Mais bon, moi j'ai un souvenir très vif de choses très simples, c'est-à-dire que nous vivions quand même beaucoup les uns avec les autres, il nous arrivait de manger chez les autres, il y avait une sorte d'harmonie, on ne se posait même pas de questions à ce niveau-là, il n'y avait pas de... Et de fraternité aussi. Il se trouve que aussi, moi j'étais élevée par des femmes marocaines parce qu'on avait des domestiques marocaines, mais qui étaient beaucoup plus presque... dans un rapport plus intime et plus organique et plus du corps que ma propre mère, et donc j'ai une espèce d'attachement presque épidermique matriciel à ces femmes quand je vois une femme du Maroc de 50 ans, ce qui est stupide puisque c'est presque mon âge, je me sens comme une petite fille. Moi, j'ai une espèce de reconnaissance extraordinaire. Il y a la sensualité du Maroc, tout simplement le fait que ce soit un pays tempéré, un climat tempéré, une douceur. Enfin, dans mon enfance en tout cas, il y avait de la douceur, il y avait... bon, je sais que je suis née après la guerre. Nos parents nous ont fait voir nuit et brouillard, comme à tous les petits juifs, je suppose, etc. Nous sommes tous identifiés aux juifs vis-à-vis des camps, mais nous n'avons pas du tout vécu le nazisme, je suppose, comme les Européens, et mes parents m'ont toujours rappelé, mon père notamment me disait, mais le roi s'est interposé, il a interdit qu'on applique les lois Pétain. Ces sujets marocains juifs ne portaient pas de brassard. Il m'a toujours dit cela, quoi. Ensuite, je crois que je vais dans une famille singulière aussi. Je crois que chaque famille avait sa façon d'être avec le pays. Mon père avait appris l'arabe classique autant que le français. Je veux dire, il était biculturel et il avait ce goût-là. Il aimait la musique arabe. Mon père chantait de l'arabo-andalou. Tais-toi. Je chante aussi. Il veut chanter comme mon papa. Moi aussi, je chante. Et donc, il chantait des chansons arabo-andalouses. Et d'ailleurs, ça m'a toujours frappé ce mot arabo-andalou, quoi. Et en fait, les chansons arabo-andalouses sont des chansons en arabe. Nous étions arabes aussi. Et tout de même, tout ce qui était des études, de la littérature, etc., c'était le français. Alors, en ce qui me concerne, en tout cas, c'était carrément cela. C'est-à-dire que je suis de langue française et la langue est une patrie. Mais je parle très bien l'arabe dialectal, mais l'arabe est un son qui m'est familier. Et je connais une vie, comment vous dire, quotidienne avec les Arabes qui est complètement tendre. Dans la culture juive, il y a des choses qui me passionnent, et en même temps, je suis pas très du côté de la religion. Bon. Alors, encore une fois, chaque juif a sa façon de vivre sa judaïté, vous le savez, c'est très très complexe, et précis, et particulier, singulier.
Et je pense aussi que de ce côté-là, du côté des séfarades, c'est pareil. Il y a plein de façons d'être séfarade, quoi. Alors, si moi j'avais quelque chose à dire là-dessus, je dirais que ce qui m'a passionné dans la culture juive, en tout cas, c'est l'attitude du linguiste, cette attitude du goût des mots, parce qu'il y a d'abord, on vous dit qu'il y a l'histoire, entre guillemets, on vous dit qu'elle est parabolique, qu'elle n'est pas à prendre à la lettre, ensuite on vous dit qu'il y a un commentaire, qu'il y a le Talmud, et ensuite on vous dit qu'il y a la Kabbale, qui est un travail sur chaque lettre, que chaque lettre a un chiffre, un sens, et qu'il y a des jeux de lettres qui sont passionnants, etc. Donc tout ce jeu vis-à-vis de la langue, moi c'est ça qui m'a passionné dans la culture juive. Donc en ça, une des choses où je me sens juive. Ensuite, je me sens juive parce que je n'ai pas de pays. Pour moi, être juif, c'est habiter l'exil, c'est habiter le voyage, c'est d'être dans ce mouvement. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Mais tout de même, je ne peux pas ne pas être émue quand je vois une terre marocaine comme une terre de matriciel, comme une terre de retour, d'un de mes retours, voilà, je dirais. Et ça vibre, quoi, parce que c'est une chose qui est une chose d'enfance et qui est irrationnelle, en fait. C'est cette énergie de lumière, ce soleil, cette réserve de soleil, c'est ce goût de la vie, cette adhérence à la vie. En tout cas, je sais que ça, c'est très marocain, pour moi, c'est très africain, je dirais. Et quand on arrive en Europe, il y a une espèce de... ce qui nous frappe, c'est la distance que les gens ont vis-à-vis de la vie. C'est une sorte de mélancolie dont ils ont à peine conscience. Et c'est frappant, alors qu'ils leur donnent beaucoup d'humour, d'élégance, etc. Et qui sont de lucidité, alors que nous, on est dans la naïveté, dans une espèce d'adhérence. Mais en même temps, je crois, il y a une force aussi, il y a un goût de la vie, du côté de la vie. Mais tout ça, ce sont des choses générales, qui sont à prendre avec beaucoup, beaucoup de précautions. Ouais. Ce sont des sentiments, des impressions. Peut-être je vais vous dire quelques petites choses de ce que c'est que grandir comme juif marocain. Et peut-être plus spécifiquement comment j'ai grandi moi, comme juif marocain à Marrakech, fils de notable, dans une ville où la majorité des juifs marocains étaient, je dirais, extrêmement pauvres. C'était une vie qui était très agréable parce que nous vivions entourés d'une famille élargie d'abord. Il y avait les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, avec des rencontres très fréquentes, mais il y avait aussi les fêtes qui rythmaient cette vie, le samedi, le Shabbat, les fêtes religieuses, la synagogue, et nous vivions, en tout cas moi personnellement, je vivais essentiellement au sein de la communauté juive, c'est-à-dire que mon père avait des amis arabes, que nous voyions de temps en temps, qu'ils nous recevaient ou que nous recevions, mais on vivait essentiellement au sein de la communauté juive, mais qui était complètement imprégnée d'une culture qu'elle avait participé à constituer et qu'on pourrait appeler, en fin de compte, une culture arabe. Par exemple, la nourriture est une nourriture très proche, avec certaines différences suivant les villes, ou avec certaines spécificités juives plus particulières, mais où toute une série d'éléments sont communs aux musulmans et aux juifs. Alors je dirais, même la manière d'enseigner ou le Coran, ou la Bible chez les tout petits, était très proche. On nous mettait dans un lieu où on faisait apprendre par cœur des pages, comme nos petits copains musulmans apprenaient des pages par cœur du Coran, etc. Et il y avait, je dirais, quelque chose de très semblable à tout un certain nombre de niveaux qui faisait que, même si ces communautés vivaient relativement au sein, je dirais, de groupes distincts, il y avait des lignes transversales constantes. La musique jouait un rôle très important.
Et au Maroc, il y a une musique particulière, la musique arabo-andalouse, qu'on appelle aussi l'Ala, qui est une musique que l'on chante lors des réceptions, des fêtes, des mariages, qui est une musique chantée à la fois en arabe chez les musulmans marocains et en hébreu chez les juifs marocains. À la synagogue, il y a toute une série de parties qui sont chantées absolument sur la structure et les mesures de la musique arabo-andalouse. Puis je me rappelle très bien, par exemple, après manger, en général, il y avait entre 1 heure et 1 heure et demie de la musique andalouse à la radio. Je me rappelle chez nous à la maison, mon père qui s'asseyait dans un fauteuil au patio, qui battait la mesure avec sa main, pendant que j'écoutais cette musique qui me ravissait. Alors qu'il a été chanté en arabe, bien sûr, et je me rappelle devoir aller à regret à l'école parce qu'il fallait interrompre l'écoute de cette musique, et de magasin en magasin, j'écoutais des morceaux de cette musique, car tout le monde mettait la radio à ce moment-là pour écouter la musique arabo-andalouse, et c'est très important, un contexte où des gens vibrent la même musique. عن هواكم يبدو منكم مرضيتا عن هواكم يبدو منكم مرضيتا نال سهران سهران طول هجة والسعدي بشفاكم سهران طول هجة والسعدي بشفاكم etc. etc. Voilà. Monsieur Serfati, vous êtes Moël, donc vous faites des circoncisions, aussi bien pour les juifs que pour les musulmans. Pourquoi les musulmans viennent-ils chez vous? Vous savez, eux, ils n'aiment pas qu'on fait dans un clinique. Oui. Eux, ils vont comme nous on fait. Ça veut dire, on fait les circoncisions et directement un pansement, c'est tout. Sinon, dans un hôpital, à la salle d'opération, alors d'abord ils coupent, et alors ils font les points, ils font les sutures, les points de suture. Et ça, eux, ils n'aiment pas. Ils n'aiment comme c'était dans le temps d'Abraham. Parce que c'est la même, c'est le même rite que selon Abraham. C'est le même père quand même. Alors ils font la même chose. Ils ne vont pas changer. Pour ça, il vient beaucoup chez moi, parce que nous, on sait, on fait les traditions. C'est les traditions et aussi ce qui est marqué dans notre Torah. D'accord. Et dans le fond, vous vous êtes rencontrés au Maroc ou pas du tout. Ici en Belgique? Pas du tout, en France. Ah, en France. Moi, j'ai quitté le Maroc vers 14-15 ans. J'ai été dans un séminaire en France, un séminaire de jeunes filles, parce que c'était très religieux. Lui, il a fait ses études en Angleterre, dans une école talmudique. C'est là où il a appris d'ailleurs dans une clinique avec un rabbin et un docteur pour apprendre la circoncision. Et après, il est venu ici. Il a fait le surveillant rituel, c'est-à-dire c'était lui qui allait dans les boucheries surveiller les viandes pour voir si c'est cachère, etc., etc. Et après, il est venu en France pour chercher quelqu'un, et puis voilà. Je suis fière de votre famille. Ça, c'est lui dont on parle.
C'est Rabbi Vidal Sarfati le 5e. Il est décédé à peu près il y a 80 ans. C'était